fait plaisir, tant que Daniel dit, j'ai accepté sans hésitation, mais avec une préoccupation. Je te dire qu'on s'allait lire le nom, je te dire oui, à la condition de ne pas demander recommencer à faire le travail. Autrement dit, qu'on fait un texte à présenter nous là, c'est une activité en Haïti du 18 au 22 mai, un colloque sous l'occupation américaine, et nous la donne avec précisément le compte qui était dans le colloque ça tout. Donc, c'est texte ça m'a reprendre, il était déjà écrit en français, ça c'est une bagarre avec Daniel de discuter dans quelle langue ça me fait. Finalement, de faciliter la tâche, il dit bon, écoutez, texte soit déjà fait en français, dis-le en français. Alors, c'est ça. Et l'occupation américaine annoncée. En gros, ça va essayer de montrer, c'est que ce n'est pas en 1915 seulement décision prend pour occuper Haïti. C'est depuis longtemps bien annoncé. Et qui raison? Vous posez deux questions. En général, on lui a posé une seule question. Quelles sont les causes de l'occupation américaine d'Haïti? Vous posez deux questions. Qui ça qui poussait États-Unis à l'occuper Haïti en 1915? Mais deuxième question en tout, qui ça qui menait Haïti à accepter catastrophe nationale? Précisément, occupation d'Haïti. Daniel se parlait précisément en Mounio qui vient d'accueillir l'occupant. Ça qui a passé dans la société haïtienne, non? Qui fait avant 1915, en 1915, et je vous dis encore, gagner monde qui vient accueillir. Tout le monde a demandé à aller au ministre à aller, mais grand pile monde, précisément, qui parle le ministre à aller, qui est haïtien. Alors c'est un petit peu deux questions ça. Qui ça qui poussait les États-Unis à occuper Haïti et qui ça qui menait Haïti à accepter catastrophe nationale, la crise de la nationalité haïtienne. Alors c'est ça me va développer donc comme dit non pas de temps traduit et en créole il tape mieux parce que nous pas un gros groupe précisément que conversation t'a faite et dans la langue que nous apprécions nous tous là comme ça. 1915, les Marines débarquent à Port-au-Prince. L'anthropologue Jean Price-Mars dénonce l'occupation étrangère en prenant soin de souligner la responsabilité de l'élite dans la chute de la nationalité haïtienne. 2015, la MINUSTA est en stand-by depuis 11 ans au pays sans billet de retour. La rue, les tribunes patriotes dénoncent l'occupation étrangère, mais en faisant l'impasse sur la part de responsabilité des classes dirigeantes haïtiennes. Tout semble donc se passer comme si le blanc, dans la tête de beaucoup de nationalistes haïtiens politiquement corrects, c'est comme le diable dans l'imaginaire populaire. Il est la cause de tous les maux de la nation, tout comme le diable est la cause de toutes les épreuves de la vie des gens. Ne faudrait-il pas se libérer de cette pensée magique si l'on ne veut pas avoir à dénoncer encore en 2115, dans 100 ans, l'occupation étrangère d'Haïti? C'est que la raison profonde de l'occupation d'Haïti en 1915, tout comme la raison de la tutelle actuelle sur Haïti, c'est que la raison profonde, elle est double. C'est une raison que j'appelle la raison impériale du côté des États-Unis, mais aussi c'est ce que j'appelle la raison coloniale interne, intracoloniale du côté d'Haïti. Ces deux questions sérieuses, si nous pas résolues ensemble, puisqu'il y a toujours une partie de la société qui est d'accord avec l'occupation intérieure, si nous ne pas mener de ça en même temps, dans 100 ans encore, nous risquons à dénoncer l'occupation étrangère d'Haïti. Barbé Marbois l'a prévu en 1796. La vieille Europe en Amérique, devenue, comme on le sait, Nueva España, Nova Lisboa,
Nouvelle-France, New England, New Amsterdam, cette vieille Europe, dit Barbé Marbois, en sera tôt ou tard chassée. Dans 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles. Dans le cas d'Haïti, 1 siècle à peu près, précisément. C'est ce qui est arrivé. Et chassée par la nouvelle puissance montante américaine, les États-Unis d'Amérique. Nommant particulièrement les Antilles, Barbé Marbois s'est permis de prédire, entre guillemets, leur réunion à la puissance américaine en construction. Y aurait-il donc un mouvement naturel portant la puissance états-unienne dans sa volonté de tenir la vieille Europe coloniale hors de sa sphère d'influence? Y aurait-il donc quelque chose qui pousse les États-Unis à placer sous sa dépendance les nouvelles républiques latino-américaines et caraïbéennes, bien sûr, que cette puissance américaine juge mal assurée, comme ils disent, dans leur puissance d'État indépendant. Telle est la raison et la politique de la doctrine Monroe, d'un côté. Dans leur mouvement vers l'hégémonie politique en Amérique, en opposition aux puissances européennes, les États-Unis trouvent devant eux une Haïti engagée depuis longtemps dans un processus de dépérissement de sa puissance d'État indépendant. Ils guettent la bonne occasion pour l'occuper militairement, sauf la situation d'anarchie de 1911-1915. Alors, mon hypothèse, je vais essayer de documenter avec vous, l'occupation militaire d'Haïti en 1915 est l'aboutissement de 2 processus logiques convergents et du jeu de puissance intercolonialiste auquel ces processus logiques donnent lieu, à savoir la montée en puissance des États-Unis d'Amérique d'un côté et l'auto-affaiblissement de la puissance d'État d'Haïti en tant qu'État qui est né État anti-esclavagiste. Affaiblissement qui va être accéléré par l'entrée en force de l'Allemagne dans le jeu intercolonialiste et sur le terrain même en Haïti. Dans ce cadre donc de relations internationales, de ce jeu de lutte entre les grandes puissances de l'époque, l'occupant Yankee est venu au devant d'un État haïtien impotent à cette période-là, qui, en quelque sorte, marchait à la rencontre de tout éventuel occupant. Il se trouve, c'est les États-Unis. Mais l'Allemagne avait précisément des visées d'occupation, et quand on a eu, Wilhelm Sam a été lynché au palais, la France déjà annonçait et éventuellement une expédition militaire en Haïti. Donc Haïti était mûr pour n'importe quelle puissance qui cherche à occuper un pays en quelque sorte. Voilà. Donc, il faut documenter ces hypothèses. La raison impériale d'abord, du côté des États-Unis. 20 ans après l'indépendance de l'Union américaine, Barbé Marbois, comme je le dis précédemment, avait prévu la montée en croissance des États-Unis et sa forte influence que ces États-Unis vont vouloir exercer sur tout leur environnement, ce qu'on appelle précisément le nouveau continent américain. 60 ans après la démocratie, l'avènement de la démocratie aux États-Unis, Alexis de Tocqueville prédisait que les États-Unis exerceraient leur empire sur le Nouveau Monde. Et là, je cite, « La race anglo-américaine ne s'arrêtera pas aux lignes tracées dans les traités, mais elle débordera de toutes parts au-dessus de ces digues imaginaires. La terre du Nouveau Monde appartient au premier occupant et l'empire est le prix de la course. » D'où l'idée là de raison impériale. Donc très tôt, c'est pas seulement avec l'avènement de l'impérialisme
le stade impérialiste, très tôt, précisément, c'était annoncé, comme Alexis de Tocqueville dans son bouquin de la démocratie en Amérique. 100 ans après la fondation des États-Unis, l'élite dirigeante haïtienne constatait avec appréhension l'attirance irrésistible de la puissance nord-américaine en Haïti. Frédéric Marcelin y voyait même l'action de la loi d'attraction dans son bouquin en 1898. Pour l'élite politique des États-Unis, à la même période, l'intervention directe en Haïti, qu'ils considèrent comme un pays en crise, était devenue une nécessité politique. Dès 1900, et l'ambassade française à Port-au-Prince, précisément, annonce que bientôt Haïti va tomber sous le coup des États-Unis, en suivant précisément l'évolution de la politique et des dirigeants américains. La légation de France à Port-au-Prince avait informé le Quai d'Orsay dans une lettre du 13 octobre 1900 que bientôt Haïti passera sous protectorat des États-Unis. On est en 1900. Sur quoi se basaient à la fois les prédictions de Barbé Marobois et de Alexis de Tocqueville. Les deux, Tocqueville et Barbé de Marobois, en 1787, je dis très tôt, notaient parmi les facteurs de la montée exceptionnelle en puissance des États-Unis les avantages naturels dont ce pays jouissait au départ. Son climat, ses grands fleuves, la position géographique, la fertilité de son sol. Mais plus important pour Alexis de Tocqueville, il souligna le goût et du bien-être et l'esprit d'entreprise des Américains qui semble, je cite Tocqueville, le caractère distinctif de leur race. L'habitant des États-Unis est habité par un esprit conquérant. Pas possible, écrit Tocqueville, d'arrêter l'essor de la race anglaise du Nouveau Monde, de l'empêcher d'atteindre ce qu'il appelle le complément nécessaire de sa destinée. Et nous allons voir comment les États-Unis vont procéder pour atteindre ce complément nécessaire de leur destinée. Pour atteindre ce complément-là, l'élite américaine politique entreprit successivement de se munir de 3 instruments de longue marche. La doctrine Monroe en 1823, l'idéologie du Manifeste Destiné en 1845 et la politique du Big Stick en 1901. La doctrine Monroe, rapidement. Le président James Monroe l'énonça dans une formule brève et forte devant le Congrès américain le 2 décembre 1823, dans le contexte international de la Sainte Alliance des 3 grandes puissances royalistes de l'Europe, à savoir la France, la Russie et la Prusse. Donc là, les États-Unis s'opposent tout de suite à cette alliance, précisément, royaliste en Europe. Alors, la doctrine de Monroe dit très courtement et fermement, ni intervention de puissance de l'Europe dans les affaires de l'Amérique, ni ingérence des États-Unis dans les affaires de l'Europe. Donc, restez chez vous et nous allons nous occuper de l'Amérique. Voilà. Exactement. Chaque bruit n'a pas de Le principe de base de non-intervention en Amérique s'explicite dans 2 positions de refus adoptées par les gouvernements successifs des États-Unis face aux vieilles puissances européennes. Non à l'extension du système européen royaliste dans l'Amérique de la démocratie et des républiques. Extension que les États-Unis ne pourraient s'empêcher de considérer que comme dangereuse pour leur sécurité. Ils le disent très bien dans la doctrine. Deuxièmement, deuxième principe, non à l'interposition d'aucune puissance européenne visant à opprimer, entre guillemets, les nouvelles républiques d'Amérique,
ou à contrôler d'une manière ou d'une autre leur destin. Pareil geste, dit la doctrine Monroe, ne pourrait être vu que comme la manifestation d'une disposition inamicale envers les États-Unis qui ont reconnu ces républiques. Jusqu'à l'intervention militaire des États-Unis en 1915, la doctrine Monroe avait joué successivement deux rôles relativement différents, un rôle défensif et l'autre rôle est offensif. Alors, durant la première phase, la phase défensive, qui va de l'année de l'affirmation de la doctrine, 1823, jusqu'à l'année précédant l'affaire du Venezuela, dont je vais parler tout à l'heure, en 1894. Donc la première phase, 1823-1894, c'est la phase défensive que va jouer la doctrine de Monroe. La doctrine de Monroe a joué un rôle de bouclier défensif de la puissance montante américaine contre les tentatives de certaines puissances d'Europe d'étendre leur propre système aristocratique au Nouveau Monde. Le slogan « L'Amérique aux Américains » est tout ensemble, à ce moment-là, revendication états-unienne d'un droit d'influence exclusive dans la zone Amérique et mise en garde à tout challenger extérieur qui serait tenté de s'immiscer dans les affaires du continent. Qu'il s'agisse de l'ancienne métropole espagnole qui chercherait à replacer sous son empire ou son contrôle les républiques latino-américaines qui s'étaient rendues indépendantes de la mère patrie. Ça va? Ah, d'accord. Et de la mère patrie ou de tout autre empire d'Europe qui voudrait s'étendre à l'Amérique. L'affaire du Mexique illustre le rôle défensif de la doctrine de Monroe. En quoi consiste cette affaire du Mexique? Cette affaire du Mexique fut créée par l'intervention au Mexique de trois puissances européennes alliées. Prenant prétexte de dettes mexicaines impayées, les gouvernements français, espagnols et britanniques envoyèrent une force expéditionnaire occuper le port de Veracruz en 1861. Mais l'objectif réel de l'expédition tripartite, qui mit à profit la conjoncture de la guerre civile aux États-Unis, ils avaient les mains liées dans la guerre de sécession aux États-Unis, ils voulaient profiter de ça pour faire contrepoids. L'objectif, c'était de faire contrepoids aux États-Unis, d'avoir un pied-à-terre directement en Amérique. En 1863, Mexico fut occupé par les forces françaises et le 28 mai 1864, Ferdinand Maximilien de Habsbourg, soutenu par Napoléon III, fut sacré empereur au Mexique. Et c'est ce que les Américains ne voulaient pas. Un régime royaliste en pleine Amérique. Alors, pareille intervention européenne niait les principes de la doctrine Monroe. Les États-Unis se mirent aussitôt en état de résistance contre l'inacceptable fait accompli. Ils multiplient dépêches et avertissements à l'adresse de Paris. La République est la forme gouvernementale adoptée sur le continent américain. Premier point. La guerre entre la France et le Mexique est dangereuse pour la cause républicaine et pour les États-Unis. Les troupes françaises doivent donc évacuer le plus rapidement le Mexique. Sous les pressions sans fin des États-Unis, la France fut forcée finalement de rappeler ses troupes et le pauvre Maximilien, empereur abandonné à ses propres forces, a été écrasé et fusillé par les patriotes mexicains. L'affaire du Venezuela, et donc la République fut restaurée au Mexique. L'affaire du Venezuela, 1895, illustre la seconde phase offensive de la doctrine Monroe.
Alors que dans l'affaire du Mexique, les États-Unis, au nom de la doctrine Monroe, s'opposaient à l'intervention de puissances étrangères dans la politique intérieure d'un État américain, dans l'affaire du Venezuela, les États-Unis intervinrent au nom de la doctrine de Monroe, mais comme arbitre d'un différend opposant le Venezuela à une colonie britannique, la Guyane anglaise, la Guyane britannique. Et comme protecteur, le mot commence à apparaître, comme protecteur du continent américain contre une possible usurpation de la part d'une puissance européenne. Les États-Unis firent alors savoir à Lord Salisbury que les États américains étaient leurs alliés politiques et commerciaux et que, et là je cite tel quel, permettre à un État européen de mettre la main sur l'un de ces États serait bouleverser l'état des choses et sacrifier tous les avantages que les États-Unis retirent de ses relations naturelles avec ses voisins. Pour trouver alors une solution au problème, le président Cleveland proposa au Congrès de nommer une commission chargée de procéder à la délimitation des frontières, cette délimitation qui faisait l'objet de litiges entre la République du Venezuela et Londres. Une fois, et là le texte le dit tel quel, je cite, une fois le rapport établi et accepté par le Congrès, ce sera un devoir pour les États-Unis de résister à toute usurpation par la Grande-Bretagne de territoire quelconque ou d'une juridiction quelconque sur un territoire que nous aurions regardé comme appartenant au Venezuela. Ce sera par la suite ce rôle offensif et désormais armé que jouera la doctrine Monroe, en particulier dans la mer des Caraïbes. Le slogan « L'Amérique aux Américains » s'entend désormais, se comprend désormais dans la tête des Américains comme l'Amérique sous protection ou sous protectorat des États-Unis. On va revenir tout à l'heure. Passons à deuxième outil de longue marche, ce que j'ai appelé l'idéologie du Manifeste Destiny. 1845. C'est quoi? Le Manifeste Destiny est, dans le registre idéologique, l'expression de l'esprit conquérant qui habite et caractérise, selon Alexis de Tocqueville, l'habitant de l'Union américaine. Comme idéologie, le Manifeste Destiny annonce que la nation américaine a pour mission divine de répandre la démocratie et la civilisation vers l'Ouest. Elle était prônée dans les années 1840 au moment de la ruée conquérante vers l'Ouest. Idéologie mobilisatrice, elle poussait à la conquête et justifiait la conquête de l'Ouest. L'expression Manifeste Destiny apparut en 1845 dans un article du journaliste John O'Sullivan, publié dans le United States Magazine and Democratic Review à l'occasion de l'annexion du Texas. Sullivan utilisa l'expression pour décrire l'entreprise de droit divin qu'était pour lui et pour beaucoup de ses compatriotes la colonisation de l'Amérique du Nord par les anglo-saxons de la côte Est. Je cite O'Sullivan, « C'est notre destinée manifeste de nous déployer sur le continent confié par la Providence pour le libre développement de notre grandissante multitude. » La même année, le président Polk annonça au Congrès une politique de réalisation de la destinée manifeste de sa nation. Mise en œuvre vigoureuse de la doctrine Monroe et marche sans arrêt vers l'ouest jusqu'à la côte Pacifique. Vers ce destin de peuple, les migrants partis des États de l'Union ne s'arrêtèrent pas aux lignes tracées dans les traités, mais débordèrent de toutes parts au-dessus
de ces digues imaginaires, comme l'avait prévu Alexis de Tocqueville. Les peuples amérindiens des grandes plaines furent au passage refoulés, puis enfermés dans des réserves. Le Texas, province du Mexique, attirant toujours plus d'immigrants des États-Unis, tomba vite sous leur empire. En 1836, le Texas se sépara du Mexique et s'annexa en 1845 aux États-Unis. Le Mexique perdit la guerre de 1846-1848 que lui imposa alors le voisin du Nord, par lequel, précisément, il céda aux vainqueurs toute la partie nord du pays. En tout, territoire cédé et Texas perdu, c'est la moitié du Mexique qui vint grossir le territoire des États-Unis. Donc, vous voyez précisément cette conquête. Le Mexique actuel n'est que la moitié de ce qu'était le Mexique avant l'avancée des États-Unis précisément pour occuper le Mexique. Alors, ça c'était l'idéologie du manifeste communiste et du manifeste destiné. Lapsus. Ce qu'il faudrait faire. La politique, le troisième instrument de longue marche vers la réalisation du complément nécessaire de la destinée états-unienne. La politique du Big Stick en 1901 est ce qu'ils appellent le devoir de police internationale. Les États-Unis entreprirent alors de chasser définitivement de l'Amérique la dernière puissance européenne qui maintenait encore des colonies. On parle de l'Espagne et des restes de son empire sur le continent. Profitant des luttes sociales et nationales des Cubains contre la domination espagnole, notamment profitant de la rébellion de mars 1895, qui fut le début de la guerre d'indépendance cubaine, les États-Unis intervinrent militairement dans la crise interne de la colonie espagnole. La guerre hispano-américaine, qui va être déclenchée par les États-Unis en 1898 contre l'Espagne, aboutit à la prise de contrôle par les États-Unis des colonies espagnoles dans les Caraïbes, Porto Rico, Cuba et même jusque dans l'océan Pacifique, les Philippines, les îles Guam. L'Espagne vient d'être dépouillée de tout ce qu'elle avait, précisément, de vestiges coloniales encore. Mais bien avant les manifestations dans les années 1890 de la crise de la colonie cubaine, nombre d'Américains, habités par l'idéologie du manifeste destiné, pensaient que Cuba devait leur appartenir de droit divin. Sa position à l'entrée de la Floride la désignait comme zone choisie pour l'expansion des États-Unis. Aussi furent-ils nombreux, les Américains, les États-Unis, à être emportés par la frénésie belliciste. Opinion publique, mania de la presse, dirigeants d'entreprises, expansionnistes connus tels que Theodore Roosevelt et Henry Cabot Lodge, tout ce parti de conquérants réclamait l'intervention et la guerre contre Cuba. Le sénateur du Nebraska, John Thurston, en révéla la raison impériale. Et je le cite, « La guerre avec l'Espagne pourrait accroître le commerce et les revenus de chaque compagnie de chemin de fer américaine. Cela pourrait accroître la production de chaque usine américaine et cela, c'est-à-dire la production accrue, pourrait stimuler chaque branche de l'industrie et du commerce domestique. » Au début du XXe siècle, la marche conquérante des États-Unis vers l'Ouest leur avait obtenu le nécessaire complément de leur destinée. Ils étaient dès ce moment assez puissants pour définir et appliquer une politique de force, la politique du Big Stick.
présenté comme un devoir de police internationale. Et là, je cite précisément Theodore Roosevelt lui-même. Inévitable, annonce Theodore Roosevelt, que tôt ou tard, les États-Unis protègent et règlent la vie des républiques de la Caraïbe. L'adhésion à la doctrine de Monroe peut forcer les États-Unis, et le pauvre Theodore Roosevelt, il le dit, contre leur volonté, peut forcer les États-Unis contre leur volonté à, en cas d'inconduite et d'impuissance de la part de ces États, à exercer une politique de police internationale. Aussitôt annoncée, aussitôt appliquée. La politique du Big Stick a informé l'amendement Platt qui fit de Cuba un protectorat des États-Unis en 1901. 3 ans après la signature du traité de paix à Paris qui conclut la guerre hispano-américaine, et fort de l'amendement Platt, à 3 reprises, en 1906, 1912, 1917, les États-Unis dépêchèrent des troupes à Cuba pour protéger, entre guillemets, leurs intérêts. Leur devoir de police internationale força les États-Unis à intervenir dans la plupart des États de la mer des Caraïbes. 1901, intervention armée au Nicaragua, suivie de l'envoi en 1911 de 2700 marines qui y sont restés jusqu'en 1925. 1903, intervention en Colombie, qui se conclut par la séparation du Panama du pays. 1906, prise de contrôle des douanes dominicaines et mise sous tutelle du pays, suivie en 1916 d'une occupation par des marines. 1914, débarquement de Marines à Veracruz au Mexique, 28 juillet 1915, nous le savons, débarquement des Marines à Bizoton et début de l'occupation d'Haïti. En résumé, esprit conquérant, doctrine Monroe, manifeste et destinée, politique du Big Stick, c'est cet ensemble de dispositions psychologiques de l'anglo-américain, de doctrines politiques, d'idéologies justificatrices, de politique de force dans les relations internationales qui informa et mit en action ce que j'ai appelé la raison impériale de l'occupation américaine d'Haïti. Mais la raison impériale du côté américain ne rend pas totalement compte de ce qui est arrivé en Haïti. La raison impériale est une réponse à la question que j'avais posée. Qu'est-ce qui a poussé les États-Unis à occuper Haïti? Reste une autre question qui veut sa réponse. Qu'est-ce qui a conduit les dirigeants d'Haïti à subir l'occupation américaine du pays? C'est ce que j'appelle la raison intracoloniale qui explique, qui essaie de répondre à cette question. Alors, rapidement, documentation de la raison ce que j'appelle la raison intracoloniale de côté haïtien. Création de système oligarchique au lendemain de 1804. Contre le projet de Napoléon Bonaparte de rétablir l'esclavage à Saint-Domingue, tous et toutes insurgés ont combattu pour la liberté et l'égalité. Une fois créé Haïti en 1804, une élite, entre guillemets, une élite, et comme il l'appelle, éclairée dans le discours haïtien, distinguée, s'attribua, cette élite colorée, s'attribua la terre, le pouvoir, le prestige social et culturel, tandis que la masse superstitieuse, entre guillemets, c'est comme ça il nomme la majorité de la population en Haïti, tandis que précisément la masse est superstitieuse, entre guillemets, exclut
de l'héritage, sans terre et sans pouvoir, fut contrainte de cultiver les champs de la minorité possédante et de subir son pouvoir. Ainsi fut construit dès l'origine un système oligarchique fait d'une élite à pouvoir au pouvoir et d'une masse sans terre et sans pouvoir, ce qui vaut encore aujourd'hui. Permettez-moi de citer longuement Beaubois-Ardouin, qui est un bénéficiaire précisément du système oligarchique en Haïti et qui est précisément un idéologue qui défend ce système. Et de citer longuement Beaubois-Ardouin, historien, membre distingué de l'élite oligarchique, auteur de la théorie du droit naturel de l'élite à diriger la masse superstitieuse. Élite colorée qui est la tête, comme il le dit, qui est la tête qui donne le mouvement au corps. Le peuple, c'est le corps, et puis l'élite dirigeante, c'est la tête, le cerveau, et c'est la représentation qu'on a. Alors, il remarque Beaubois-Ardouin en 1809, et je le cite longuement si vous permettez, parce que je pense que c'est très parlant, c'est un bénéficiaire du régime qui parle, et qui trouve que c'est injuste, précisément. Alors, que dit Beaubois-Ardouin? Tous les biens des colons et les terres non concédées étaient devenus propriété domaniale, après 1804. Mais les biens de l'ancienne classe intermédiaire, entendez ici les affranchis, les biens de l'ancienne classe intermédiaire restaient entre les mains de ceux de ces hommes qui avaient survécu aux orages révolutionnaires ou entre celles de leur famille, de leurs descendants. Comme ces citoyens formaient la classe la plus éclairée de la nation depuis l'indépendance du pays, ils étaient naturellement appelés à occuper une grande partie des emplois publics concurremment avec les émancipés de 1793, c'est-à-dire particulièrement les officiers noirs, en tout cas qui avaient fait l'indépendance et dirigé la guerre de l'indépendance. Joignant à cette position sociale l'avantage de posséder en propre une partie des terres occupées, d'affermer encore les biens, les terres de l'État, comme on dit, l'influence qui en résultait pour eux était notable dans les affaires publiques. Je continue la citation de Beaubois-Ardouin. Dans une telle situation, n'était-il pas d'abord de toute justice de rendre aussi propriétaires des biens du domaine ceux qui servaient dans l'armée depuis longtemps, qui avaient combattu pour la liberté et l'indépendance, qui combattaient encore dans l'actualité pour le maintien des institutions nouvelles établies et qui, la plupart, ne possédaient rien en propre. Je continue la citation. N'était-il pas prudent ensuite de prévoir une jalousie qui eût pu éclater de la part de ces derniers contre les autres? La lutte de classe, dirait Karl Marx. De l'empêcher de naître, d'ôter tout prétexte enfin à une guerre sociale entre ceux qui ne possédaient rien et ceux qui possédaient beaucoup, propriété, emploi, influence, quels qu'ils fussent. Ardouin trouva donc injuste un tel système d'exclusion massive et imprudent qu'on n'ait pas prévu la division sociale dont il était gros dès le départ. Née radicalement divisée, la société haïtienne portait en elle la discorde et le conflit permanent, une faiblesse originelle systémique. L'esclavage colonial avait été vaincu, une forme de travail servile lui survécut avec les nouveaux maîtres des plantations et de l'appareil d'État. Deuxième point, du code noir au code rural, 1826 sous Royaume. Le maintien sous une nouvelle forme
du travail servile exigeait le retour du Code noir sous une forme nouvelle. Les divers règlements de culture depuis Toussaint, Dessalines, Pétion et Christophe en furent des variantes. Arrivé à Boyer vers 1825, le processus de division et de différenciation sociale était si avancé qu'on pouvait voir déjà en formation comme deux nations dans un même pays. La République de l'élite et le pays en dehors cultivateur, forcé au travail et maintenu sous le joug, une sorte de colonie intérieure. Pour payer l'indemnité à la France, imposée en 1825, Boyer fit rédiger en 1826 le Code rural, qui est l'homonyme même du Code noir, pour la discipline de la colonie intérieure. La guerre sociale appréhendée par Beaubrun-Ardouin, des déshérités contre les possédants, éclata en 1844 dans le sud sous la direction d'Akao, chef de l'armée souffrante. La société haïtienne divisée continuait de s'affaiblir toujours plus dans la guerre sociale. Autre point, formation achevée de ce qu'on appelle aujourd'hui le pays, en tout cas, Joël Telmi l'a identifié, le pays en dehors, mais dans le langage, moun en dehors, on sait ça. Évidemment, en dehors ici, il faut comprendre, il faut l'étendre. En dehors, c'est pas seulement en dehors des villes aujourd'hui, c'est tous les secteurs, les quartiers, précisément, où sont entassés dans les bidonvilles, à Port-au-Prince, à Cité-Solaire, à Carrefour-Fer, à La Fossette, à Sainte-Hélène, dans la Grand'Anse, etc. C'est tout ce monde-là qui est devenu le pays en dehors, la majorité encore aujourd'hui. Alors, donc, à partir de 1848 à peu près, la formation comme de deux pays, le pays des élites et le pays des déshérités est déjà tout fait partie, comme le note bien Paul Morale dans son livre. C'est achevé pratiquement. Il va y avoir ce monde qui vit avec sa culture, la langue créole, le vaudou, etc. Et puis en dehors de l'attention de l'État. L'État n'a pas occupé Mounsayo, ça seulement, précisément, Boyer, le Code rural de Boyer avait prévu, il faut aller trouver une façon d'aller chercher les impôts. C'est uniquement ce qui les intéresse, mais pas de route, pas d'école, pas de système de santé. On les oublie, ils sont en dehors des préoccupations de l'État et comme tel. C'est dans ce sens conceptuel qu'il faut comprendre précisément le monde en dehors et non pas de façon folklorique, ces mondes qui habitaient en dehors, en dehors la vie. Alors, donc formation du pays achevée. Une question précisément qui s'était posée, Jean-Paul France. Pourquoi l'élite n'a-t-elle pas pu prévenir l'occupation américaine? Pourquoi s'est-elle montrée inapte à la combattre? C'est la question que pose Price-Mars en 1917. Alors, il essaie plus ou moins de répondre. À ça, je cite encore. À la débâcle de l'anarchie politique a précédé et s'est joint la débâcle de l'anarchie morale. Si vrai que même parmi les plus clairvoyants en Haïti, s'était développée une mentalité messianique et miraculeuse. Un jour, le Messie vint des États-Unis. Beaucoup, le plus grand nombre, se prosternèrent et tendirent des mains implorantes. Les plus habiles croyaient tirer parti de la situation à leur profit personnel. On se rallia vite à l'autorité étrangère, on lui fit la fête, comme naguère, on s'empressait de se rallier au premier César triomphateur des guerres civiles. Certaines jeunes filles, dans leur sottise et leur vanité, se flattaient de trouver des maris parmi les auxiliaires. Certains hommes, eux, en espéraient le patronage de leurs aspirations.
la baïonnette assurerait la réalisation et en garantirait la durée. Ce qui est le cas actuellement de la MINUSTAH en Haïti. Edgar Nerenuma, lui, interroge la part de responsabilité haïtienne dans l'événement occupation. Et je cite Edgar Nerenuma. Le spectacle de nos luttes constantes, l'instabilité et l'incapacité sociale entretenaient un tel désenchantement, un tel désespoir chez une catégorie d'habitants qu'ils en étaient arrivés à douter de notre aptitude au self-government. D'autres qui attribuaient nos déboires et notre déchéance, pour eux évidente et déplorable, au manque de travail et de capitaux, voyaient déjà avec l'arrivée des Américains des richesses surgir de terre. Le pactole coulait à flot en Haïti. La désillusion des premiers, les illusions des seconds les avaient également disposés à accueillir l'Américain comme un sauveur. Ils se résignaient à l'humiliation parce qu'ils pensaient que c'était la condition du salut national. Alors, et pour les raisons, combien de temps il me reste là? Il ne faut pas que j'en abuse. Ok. Ok, alors, convergence et rencontre, je disais, c'est l'occupation américaine et comme l'aboutissement, la convergence de la raison impériale et de la raison intracoloniale. Rapidement, précisément, la convergence de ceci par les faits d'histoire précisément. Alors, la société divisée et ce que je dis là, l'auto-affaiblissement national. C'est la perte de puissance d'État d'Haïti. C'est cette puissance qui était crainte même par les États-Unis au lendemain de 1804 va devenir la risée, précisément. Même dans Pourri, car il y a une force sous bon ennemi, comme tel. Alors, c'est la perte constante de puissance d'État indépendant. Comment ça s'est fait? D'abord, il y a ce qu'on appelle la dette de l'indépendance. C'est la première intervention. On oublie, on parle d'intervention. C'est une intervention qui a été faite, ce n'est pas une négociation. La France a envoyé ses bateaux de guerre dans la Val et dit voici ce que vous allez accepter. Et alors que, précisément dans les années avant 1825, Boyer avait semblé montrer une aptitude ou bien une volonté à résister. Nous allons négocier, nous voulons un traité où vous reconnaissez qu'il a payé, Pétion l'avait depuis 1816, promis une sorte d'indemnité. Mais la reconnaissance formelle de l'indépendance Haïti, c'était ça, la politique de Pétion jusqu'à Boyer en 1824 à peu près. Alors, on accepte que la France impose l'indemnité. Une indemnité en 1825 de 150 millions de francs or. Mais rappelons avant ce qui s'est passé, que l'élite haïtienne au pouvoir commençait à céder du terrain. C'est Boyer lui-même, en 1821, qui envoie une mission en France, proposer à la France que nous sommes prêts à payer 100 millions comme tel. Donc, la France, d'ailleurs, précisément, diplomatiquement, ils étaient assez intelligents, les Français, ils disent, faites-nous des offres. Qu'est-ce que vous êtes prêts à payer? Et puis, précisément, vous voyez, disant qu'on est prêt à payer 100 millions, ils ont monté l'affaire, c'est dans toute négociation comme ça, donc vous allez accepter. La même chose, la mission haïtienne avait négocié qu'il y aurait un traité. Évidemment, il ne s'agit pas de traité, on est venu imposer, on a concédé à Saint-Domingue, c'était même pas Haïti, on a concédé à Saint-Domingue
l'indépendance, précisément le gouvernement en propre sur cette colonie. Évidemment, vous voyez ce que ça veut dire. À ce moment-là, la partie orientale était réunie à Haïti, ça veut dire cette partie-là ne fait pas partie. D'ailleurs, le premier travail que va faire l'ambassadeur français arrivé en Haïti après 1825, ça va être précisément les manœuvres pour séparer la République dominicaine d'Haïti, ce qui va arriver en 1844. Alors, donc, la première chose, mais on oublie autre chose dans la dette de l'indépendance. On ne parle que de la dette de l'indépendance. Mais dans ce qui a été signé, la Haïti acceptait de diminuer de moitié les frais de douane pour la France. Beaubrun a rejoint le note 2 ans après 1827, il n'y avait pas assez d'argent. Il montrait tout ce que Haïti perdait déjà. Donc ce n'est pas seulement 150 millions, c'est en plus la moitié des frais de douane que payaient les autres puissances, les États-Unis, l'Angleterre, etc. Donc une perte à gagner, ce qui rend tout simplement impossible pour Haïti d'honorer cette dette-là à raison précisément de 30 millions que Haïti devait payer régulièrement. C'était incapable et c'est ce qui va donner lieu à une renégociation qui fait qu'on va descendre de 150 millions à 90 millions en 1838. Mais plus important pour nous dans l'auto-affaiblissement, c'est que qui va payer cette dette? Bien sûr, le peuple travailleur. C'est à partir de ce moment qu'on va imposer la double taxe. Non seulement les cultivateurs payaient les taxes sur tout ce qui entrait en Haïti comme bien de consommation, mais en plus, seulement les cultivateurs payaient une taxe sur le café particulièrement, puisque le sucre particulièrement, il y en avait presque déjà plus. C'est la paysannerie, les travailleurs qui vont payer cette dette de l'indépendance, ce qui va affaiblir économiquement le pays et qui va pousser précisément ce que Beaubrun avait prévu, cette guerre civile. Déjà, Boyer lui-même, il va y avoir Manigat, l'esprit Manigat l'a bien analysé quand il était jeune, c'est une analyse beaucoup plus, comment je dirais, beaucoup plus vraie de ce qui s'est passé, ce qu'il appelle la révolution de 1843 en Haïti. En fait, il y a à la fois les privilégiés du système de Boyer qui vont prendre leur distance. Boyer commence à être moins populaire avec ce qui s'est passé en signant ce traité-là. Il y avait beaucoup de nationalistes, de patriotes haïtiens, qui n'acceptaient pas ça. Donc il les a fusillés. Autrefois, ils n'ont pas fait un pile problème, on est contre, ok. Conclusion. D'accord. Donc, non, c'est très important. Alors, qui ça me dit là? Et oui, c'est ça. Ce sont les paysans qui vont payer la dette de l'indépendance. Mais à partir, précisément, la fin de Soulo, on va arriver à ce que je peux appeler l'ère des guerres civiles. Rapidement, précisément, les guerres civiles vont s'enclencher et se poursuivre indéfiniment jusqu'en 1915. J'avais précisément apporté des diapos là sur PowerPoint où on montrerait la descente de la puissance d'Haïti à cause des guerres civiles. Mais en plus des guerres civiles, ça va donner lieu à ces fameuses affaires d'indemnité. À partir de Geffrard, déjà l'affaire Rubalcaba, l'affaire Maunder, l'affaire Girardi, l'affaire Luders, précisément l'affaire la plus grave et la plus humiliante pour Haïti. Et précisément, je dis un mot là-dessus. Soloménos, qui était ministre des Affaires étrangères, il trouvait que non, ça c'était pas acceptable, l'humiliation qu'imposait l'Allemagne à Haïti. Il a réuni la Chambre et il y a un sénateur. Et précisément, est-ce qu'on mobilise le peuple pour dire non? Il y a un sénateur qui s'est levé. Monsieur, pas jouer avec jouer. Mettez le peuple à nos bagailles ça. Je crois que les Allemands sont
moins danger que le peuple. Pas mobiliser l'autre. Donc, ils ont flanché devant ça. Ils étaient conscients que le pays était divisé et qu'ils ne pouvaient plus faire appel au peuple, et même le peuple était devenu, pour eux, leur ennemi, comme tel. Donc ça, c'était très important. Donc, il y a les différents emprunts auxquels ça va donner lieu et qui vont affaiblir Haïti et qui vont autoriser l'intervention des puissances étrangères pour faire protéger leurs intérêts comme tel. Je donne 3 exemples. L'emprunt de Michel Domingue en 1875. 30 millions d'emprunts. Combien d'argent rentre dans la caisse de l'État? 10 millions. Tout le reste, les politiciens et les financiers français ont pris cet argent. 1910, ça a été l'emprunt le plus scandaleux. Même les États-Unis, pas pour protéger les intérêts haïtiens, mais ils trouvaient que les financiers français gagnaient trop. Ils sont intervenus pour s'opposer à cet emprunt de 1910 avec Antoine Simon pour dire non, c'est trop d'avantages accordés. C'est là que précisément leur décision est prise. Haïti est en train de se vendre. Mieux vaut, nous sommes prêts à acheter et payer. Donc, ils ont décidé de prendre la place parce que sinon, ça va être l'Allemagne, la France. Haïti était prêt à tout faire. Donc, les emprunts vont affaiblir complètement Haïti et finalement, les guerres civiles à partir de 1911, chaque gouvernement dure à peine un an et demi, 2 ans maximum, jusqu'en 1914. Mais la décision, comme je vous avais dit, et en citant l'ambassadeur français en Haïti, dès 1900, les États-Unis avaient déjà en tête de mettre Haïti sous protectorat. Ils cherchaient tout simplement l'occasion pour le faire. Alors, précisément, je m'arrête là, l'auto-affaiblissement de l'État haïtien et ce que j'appelle la raison intracoloniale qui est responsable de l'occupation d'Haïti.